sommes en Argovie, dans un lieu très particulier, un lieu stratégique, à 2 pas de la frontière allemande. Cette immense installation est l'une des plaques tournantes du gigantesque réseau électrique européen. Voici ce qu'on appelle l'étoile de Laufenburg. Ce site joue un rôle très important dans l'approvisionnement en électricité de plus de 30 pays et de plus de 530 millions de consommateurs. Député au Parlement argovien, originaire de Laufenburg, Daniele Mezzi a été alerté par plusieurs habitants. En octobre 2025, plusieurs drones ont été observés ici. Les gens étaient très inquiets et il fallait prendre cela au sérieux. Ce site est l'un des carrefours les plus importants du réseau électrique européen. C'est ici que convergent plusieurs lignes à haute tension provenant de Suisse, d'Allemagne et de France. C'est donc une infrastructure critique et il est interdit de la survoler. Suite au signalement de drones, Daniele Mezzi a demandé des explications au gouvernement argovien par le biais d'une interpellation parlementaire. Il est d'autant plus inquiet que les survols de drones suspects se sont multipliés en Europe ces derniers temps, des survols souvent attribués à la Russie. J'aimerais savoir en particulier si cette infrastructure critique est bien protégée ou si nous avons des lacunes en matière de sécurité. Que faudrait-il changer? Devrions-nous être davantage protégés? Un peu plus loin, à moins de 5 km à vol d'oiseau, un autre survol de drone a été signalé. Ces photos nous ont été transmises par un informateur. De quel drone s'agit-il? Pourquoi vole-t-il ici? Nous y reviendrons. Dans ce petit coin de Suisse, truffé de sites stratégiques comme le plus grand dépôt de carburant du pays et 3 des 4 réacteurs nucléaires suisses, il y a d'autres choses inhabituelles et plutôt inquiétantes qui se produisent. C'est le commandant de la police cantonale d'Argovie qui nous le révèle. Si on regarde ces 2 dernières années, il y a eu une douzaine d'incidents que nous avons attribués à des services étrangers. Sur ces 12 cas, je dirais qu'il y en a 8 où l'on part du principe qu'il s'agissait d'activités de renseignement. Nous avons intercepté et nous avons contrôlé plusieurs personnes. Nous les avons identifiées dans la mesure où cela était possible en situation d'urgence. Savez-vous pour qui elles travaillent? On ne peut pas le dire avec une totale certitude, mais nous supposons que ce sont principalement des services russes ou des services chinois. Le commandant n'en dira pas plus, mais le fait est que des espions russes et chinois collectent des informations sur sol suisse. Les infrastructures critiques les intéressent en priorité. Il s'agit par exemple de reconnaître leur emplacement exact, leur disposition, leur accessibilité. Ils veulent sûrement voir si nous surveillons bien ces sites. Penser que personne ne s'intéresse à nous, c'est une erreur. Je crois que la Suisse est certainement très intéressante pour les services étrangers, en tant que plaque tournante centrale en Europe, notamment en ce qui concerne le transport d'électricité et l'approvisionnement en énergie. S'il est en alerte, c'est parce que l'Europe vit la période la plus intense de sabotage, de cyberattaques, de désinformation, d'espionnage depuis la guerre froide. C'est une guerre dite hybride menée par la Russie sur sol européen.
Il est important de prendre cette guerre hybride au sérieux et en tant que politicien, de sensibiliser les gens et de leur dire que nous ne vivons pas dans un paradis, mais que nous avons une guerre en Europe. Nous devons prendre la situation au sérieux en tant qu'État, en tant que citoyen suisse et agir en conséquence. Il faut se demander si nous sommes prêts. Comment se mène cette guerre hybride et sommes-nous prêts à y faire face? C'est ce que nous allons vous raconter. Nous vivons un temps nouveau, avec comme une menace sourde, présente en permanence. Dans cette guerre menée de façon dissimulée, tout peut devenir une arme et contribuer à créer un climat d'insécurité. Voyez ces petits points lumineux dans le ciel européen, ils n'ont l'air de rien. Et pourtant, en septembre dernier, ces drones ont bloqué l'aéroport de Copenhague. Des survols similaires ont eu lieu à Oslo, Berlin, Munich. Des dizaines de vols ont été annulés, piégeant des milliers de passagers. Ulrike Franke fait partie des expertes allemandes les plus renommées en matière de sécurité et de défense, spécialiste de la question des drones. Il y a plusieurs raisons pourquoi ça peut être intéressant d'envoyer des drones au-dessus des infrastructures critiques. Donc, premièrement, c'est tout simplement les informations que ces drones, eux, ils collectent. Donc, par exemple, où est quoi? Est-ce que ce site est protégé par quelque chose? Deuxièmement, il y a aussi l'information qu'on collecte sur comment est-ce que nous, on répond. Est-ce que nous, déjà, on voit ces drones? Est-ce qu'il y a une détection de drones ou est-ce qu'on ne s'en rend même pas compte? Et s'il y a une détection de drones, comment est-ce que ces drones sont abattus ou justement pas? Troisièmement, il y a tout simplement le sentiment d'insécurité qui se crée, surtout quand on parle des drones au-dessus des aéroports. L'aéroport arrête de fonctionner. Donc c'est aussi un moyen d'envoyer un message à la population. On peut vous mettre en danger, on peut vous menacer et d'ailleurs vos services de sécurité justement ne sont pas en mesure de vous protéger. En Suisse, les aéroports sont aussi des cibles faciles. À Zurich, il y a un système de détection de drones. À Genève, nous avons appris que la direction de l'aéroport a décidé de s'en passer. Pourquoi donc? Réponse avec Stefan Hunziker. C'est un droniste professionnel réputé, consultant et formateur pour l'armée et plusieurs forces de police cantonales. Honnêtement, ça ne m'étonne pas trop qu'il n'y a pas de système de protection parce que si on est honnête sur le marché, il n'existe pas un système qui peut détecter tous les types de drones qui existent. Il y a des systèmes de détection qui fonctionnent pour les drones les plus répandus sur le marché civil. Par contre, tous les drones vraiment hostiles, c'est-à-dire des drones qui sont issus du marché militaire ou qui sont issus du marché de la construction personnelle, ça devient très difficile de les détecter et de les brouiller. Pour l'instant, seule la loi protège l'aéroport de Genève, puisqu'il y a interdiction de faire voler un drone dans un périmètre de 5 km autour des pistes. Si là, on faisait décoller un drone ici, il se passerait quoi? Fort probablement, si on ferait décoller un drone ici, il ne se passerait rien, sauf si quelqu'un le voit et téléphone à la police. Parce que l'espace aérien n'est pas surveillé contre les drones en permanence. Ça, il faut aussi être clair. Leur tour de contrôle, ils ne voient pas le drone. Ça, absolument pas. En 2025, les signalements de drones auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile ont presque doublé par rapport à 2024, en particulier à proximité d'aéroports. Au total, on compte 104 survols dans l'espace aérien suisse. À l'origine de nombreuses alertes, il y a des citoyens inquiets, notamment aux alentours d'installations critiques comme en Argovie.
Rappelez-vous, il y a ici la station de couplage électrique de Laufenburg, 3 des 4 réacteurs nucléaires de Suisse, l'aire de stockage de tous nos déchets nucléaires, le plus grand dépôt de carburant du pays, mais aussi d'importants nœuds ferroviaires. Le 1er octobre dernier, au cœur de cette zone stratégique, un habitant a photographié des drones survolant son village pendant une quinzaine de minutes avant de repartir en direction de la station de Laufenburg et de l'Allemagne. Nous avons demandé à Stefan Hunziker de se rendre sur place et nous lui soumettons les photos de notre informateur. Ça a l'air d'être un truc assez grand. Hein. Ah, il y en avait 2. Un drone comme ça, c'est difficile de juger la taille, mais je pense que ça va être entre 2 mètres et 3 mètres d'envergure. C'est un drone à voilure fixe, donc c'est comme un avion, un petit avion télécommandé. C'est des drones qui sont faits pour des longues durées de vol. C'est des drones qui sont faits pour des longues distances. Et si on veut faire ça d'une façon légale, on est obligé d'avoir un observateur à côté qui garde le drone toujours à vue. Évidemment, si ces drones s'envolent direction de l'Allemagne, ce n'était pas le cas. C'est des drones qui peuvent aussi cartographier? Bien sûr, on peut transporter une bonne caméra avec ça, et puis on peut faire des allers-retours, quadriller un terrain. Oui, ça pourrait être une force étrangère qui veut cartographier des endroits importants en Suisse. Mais moi, je pense, fort probablement, c'est des amateurs qui s'amusent à faire des vols en immersion. Comment trancher? Sur le moment, notre informateur n'a pas réussi à trouver les pilotes de ces drones. Il a averti la police locale qui lui a répondu qu'elle ne pouvait rien faire. Il a ensuite écrit à l'Office fédéral de l'aviation civile qui s'est contenté de lui expliquer les règles en vigueur et de lui dire qu'il devait contacter le pilote du drone ou le signaler à la police. Retour donc à la case départ. Ça ne vous inquiète pas que l'Office fédéral de l'aviation civile lui dise juste, en gros, circuler, il n'y a rien à voir? Oui et non. La marche à suivre quand il y a un problème avec un drone ou un modèle réduit, c'est que le citoyen qui a ce problème, il appelle la police et puis la police vient constater le fait. Si elle peut attraper le pilote, elle va le dénoncer à l'OFAC, à l'Office fédéral de l'aviation civile, qui va ensuite le punir s'il a fait quelque chose d'interdit. Mais voilà, aller attraper le pilote, c'est justement ça, sur ça que tous ces gens qui font ce genre de vol, ils jouent sur ça. Ils savent que c'est quasiment impossible de les attraper. Ils peuvent s'arrêter avec une voiture là au bord de la forêt, décoller, aller survoler un autre village, revenir, plier et partir. Et le temps que la police commence à les chercher, ils sont loin. Deux jours plus tard, un scénario presque identique s'est joué cette fois directement au-dessus de l'étoile de Laufenburg. Des collaborateurs d'une entreprise voisine en plein chantier ont observé un drone à large envergure tournoyant sur l'installation malgré l'interdiction de survol avant de repartir en direction de l'Allemagne. L'un d'entre eux a averti l'exploitant de la station de couplage Swissgrid. C'est le gestionnaire du réseau électrique suisse qui transporte le courant partout dans le pays. Noël Graber en est le porte-parole. C'est vrai, on nous a signalé le survol d'un drone. Nos investigations ont montré qu'il s'agissait d'un drone appartenant à l'un de nos prestataires de services. Il effectuait un vol de vérification, un vol autorisé. Pour nous, il n'y a donc pas d'autres mesures à prendre. Mais des témoins ont dit qu'il s'agissait d'un drone plus grand. D'après nos informations, il s'agit d'un drone standard. Je ne peux pas m'exprimer au nom de ces témoins. Nous avons rencontré le témoin qui a averti Swissgrid. Il a été pilote de ligne et il connaît le monde des drones. Il maintient sa version des faits. Pour la police, il est très difficile d'enquêter dans ce genre de cas.
Nous n'avons pas pu vérifier si ces informations étaient exactes ou non. Bien sûr, nous prenons la question très au sérieux. Lorsque nous arrivons rapidement à détecter un drone, nous allons essayer d'arrêter son vol. Ce n'est pas très facile avec un drone du commerce. Il y a différentes techniques, comme le brouillage, par exemple. Cela reste un défi pour nous. Et il faut que nous relevions ce défi. Mais que les drones constituent une menace, ça nous le savons, bien sûr. En 2025, il y a eu augmentation de survols de drones partout en Europe, sur toutes sortes d'infrastructures. Au-dessus de centrales électriques, de bases militaires, d'installations portuaires. Mais aussi utilisation de drones plus grands qui volent en patrouille et plus longtemps. Tous ces indices, en fait, disent que c'est quand même assez improbable que c'est juste des individus qui veulent juste faire voler leur drone au-dessus des infrastructures critiques. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à les abattre. Et donc, ces drones, après quelques heures, ils ont juste disparu. Et donc, on ne peut pas montrer à 100% que ça a été envoyé par, disons, un acteur étatique, ou justement la Russie. Mais c'est quand même tellement improbable que ce soit juste des individus qu'on est un peu dans une situation où les services de sécurité, eux, ils savent ou ils sont assez certains qu'il y a un danger, mais on peut quand même toujours avoir des personnes qui disent « Ouais, mais vous ne pouvez pas montrer à 100% que c'est les Russes. Vous dites ça juste comme ça, mais vous n'avez pas de preuves. » Et c'est vrai. Et donc là, on est dans ce déni de plausible où c'est assez difficile aussi d'un point de vue communication de montrer que c'est une attaque et non pas juste une incidence comme ça. Le déni plausible, c'est un élément clé de cette guerre. L'agresseur doit pouvoir nier de façon plausible sa responsabilité. Ainsi, il limite le risque d'escalade vers un conflit ouvert. Pour ce faire, il utilise toute une palette d'attaques qui brouille les pistes. Il y a des actes criminels comme cet incendie qui a dévasté en mai 2024 un centre commercial à Varsovie. Plus de 1000 commerces réduits en cendres. La Pologne n'a pas été choisie au hasard, c'est une fidèle alliée de l'Ukraine. Après une année d'enquête qui a mobilisé 100 policiers et 50 procureurs, le Premier ministre polonais attribue directement cette attaque à la Russie. Il s'agit d'un incendie criminel commandité par des agents en Russie. La Russie, de son côté, nie toute implication, comme pour d'autres opérations, par exemple le sabotage de câbles sous-marins dans la mer Baltique. Les auteurs, des navires comme celui-ci, temporairement immobilisés par les gardes-côtes finlandais fin décembre dernier. La Russie aurait commandité ces missions. Autre opération, en Allemagne cette fois. En 2024, des agents pro-russes ont tenté de faire exploser des avions de transport au moyen de colis piégés. Par chance, ils ont explosé au sol lors d'une escale à l'aéroport de Leipzig, comme le révèle la TV allemande ARD. Une opération qui a pris de court les services de renseignement allemands. C'était un scénario très préoccupant et dangereux. Nous avons été chanceux. Sans cela, il aurait pu y avoir de nombreuses victimes. Des colis identiques ont été repérés en Grande-Bretagne et en Pologne. L'OTAN, la grande alliance militaire occidentale, nous mettait déjà en garde il y a une année contre les offensives russes. La Russie prend de plus en plus de risques. Je ne parle pas de risques pour eux, je parle de risques pour nous, pour nos économies, pour la sécurité de nos citoyens. Nous bloquons ses ambitions de rétablir son contrôle en Europe et elle n'aime pas ça. Donc je suis absolument convaincu, nous sommes tous convaincus, que ces attaques hybrides se poursuivront après la fin de la guerre en Ukraine, dans nos pays, dirigés contre nous. Que veut la Russie ? Nous le demandons à une personne qui connaît le système de l'intérieur, Boris Bondarev. Cet expert en sécurité internationale a travaillé 20 ans au sein de l'État russe au ministère des Affaires étrangères. Pendant 3 ans, il a représenté son pays à la conférence du désarmement de l'ONU qui siège à Genève. C'est à Genève qu'il a fait défection en 2022 après l'agression russe en Ukraine.
C'est l'un des rares diplomates à avoir fait ce choix dangereux. Il vit aujourd'hui sous protection policière dans un lieu qui nous est inconnu. Quel est le but de la Russie ? Le but, c'est que la Russie gagne et que ceux qui ne sont pas d'accord perdent. C'est simple. La Russie veut que l'Europe cesse d'aider l'Ukraine. C'est tout. Pour y parvenir, elle doit soit vous effrayer afin que vous renonciez, soit vous rendre totalement dysfonctionnel. Elle utilise tous les moyens disponibles, de la force brutale en Ukraine jusqu'à des méthodes moins visibles, mais tout aussi efficaces, comme les sabotages, la propagande et d'autres formes d'agression non violente afin d'affaiblir ses ennemis. La surface d'attaque attribuée à la Russie s'est considérablement étendue ces dernières années, qu'il s'agisse de sabotage classique ou de cyberattaque. Comme on le voit sur cette carte, basée sur les recherches de 2 instituts de référence, il y a plusieurs cibles. Des installations énergétiques, des infrastructures de communication, des réseaux de transport, des bases militaires, mais aussi des systèmes de traitement d'eau ou encore des câbles sous-marins. En Suisse, on compte des milliers d'installations jugées vitales pour notre fonctionnement quotidien. Il y a par exemple les centrales hydroélectriques comme la Grande Dixence, les réseaux ferroviaires ou les centrales logistiques comme celle de la Poste. Sont-elles aussi menacées ? C'est le SRC, le service de renseignement de la Confédération, qui est chargé de détecter, d'évaluer et d'attribuer les menaces. Voilà ce qu'il nous répond par écrit, car il a refusé notre demande d'interview. La Suisse connaît une densité de menaces sans précédent. Nous sommes directement confrontés aux conséquences d'une guerre hybride. Les opérations sur le territoire suisse sont multiples et sont menées en toute discrétion par la partie adverse. Le SRC affirme que nos infrastructures critiques sont visées, notamment par de l'espionnage, des cyberattaques ou de la désinformation. Spécialiste de la gestion de crise et des situations d'urgence, Denis Froidevaux a passé 20 ans à la tête du service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, notamment pendant la pandémie de Covid. Il a aussi le haut grade de brigadier au sein de l'armée suisse. Mais bien sûr que nous sommes menacés. Nous ne sommes pas une exoplanète à quelque part qui est isolée et qui peut se targuer d'être à l'abri des affres de l'histoire pour l'éternité. Nous sommes évidemment concernés par ces menaces hybrides dont l'objectif, faut-il le rappeler, c'est à bas bruit, foutre, pardonnez-moi le terme, le bordel dans un État, dans un pays, semer le doute, la crainte, la peur. Tout ça, c'est une stratégie tout à fait évidente. Un acteur comme la Russie, s'il a des raisons de le faire, peut plonger la Suisse dans le noir, bloquer ses tunnels, etc. Je pense qu'il faut être conscient que si demain un État se met bille en tête de paralyser les infrastructures de la Suisse, il y a fort à parier qu'il y arrive, en tout cas partiellement. Les exploitants d'infrastructures critiques ont fait d'énormes efforts pour protéger leur système contre les intrusions, les cyberattaques, etc. Mais l'histoire est pétrie d'exemples en Suisse où nous avons subi des cyberattaques, par exemple sur des infrastructures de santé, où finalement les hackers sont entrés comme on rentre dans une Migros à 10h le matin. Les cyberattaques, c'est l'un des moyens les plus utilisés dans cette guerre hybride. Ces 9 derniers mois, plus de 260 attaques contre des infrastructures critiques ont été signalées à l'Office fédéral de la cybersécurité. Les pirates ciblent en priorité des administrations publiques, des médias, des centres financiers, des transports, des hôpitaux.
Ici, on surveille ces offensives en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous sommes dans le centre opérationnel Delca Security, l'une des entreprises de cyberdéfense les plus importantes en Suisse. Une bonne moitié de ses clients sont des infrastructures critiques dans le domaine de l'énergie et des transports publics. Christophe Gerber, par ailleurs colonel de milice, en est le directeur général. On est dans une guerre dans les domaines numériques, cognitifs, avec une particularité, c'est que toutes les couches de la population et de la société sont touchées, qui vont de l'individu aux entreprises privées et ensuite aux institutions publiques. Concrètement, ces hackers, ils pourraient, s'ils voulaient, en fait, nous impacter très fortement, nous citoyens. Couper l'eau, couper l'électricité, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors c'est un petit peu la particularité des infrastructures critiques, c'est que vraiment il y a un risque de vie humaine au bout de la chaîne. C'est un hôpital qui ne peut pas opérer, c'est une ville qui n'est plus alimentée en électricité. Donc là, il y a vraiment des conséquences très graves au niveau de la population. L'un des groupes les plus actifs en Suisse et en Europe, c'est No Name 05716. Des cybercriminels qui s'identifient eux-mêmes comme pro-russes. Leurs armes, des attaques en déni de service. Cela veut dire saturer des serveurs informatiques de requêtes, de sorte à les rendre inaccessibles. Ces pirates signent leurs attaques sur les réseaux sociaux. Par exemple, en 2024, ils clament avoir bloqué temporairement les serveurs des municipalités de Vevey et de Sierre. Ou encore, début 2025, l'aéroport de Zurich et la municipalité de Davos pendant le Forum économique. Leur message est clair. Nous continuons à punir la Suisse parce qu'elle soutient le régime criminel de Kiev. Alors c'est un groupe qui est connu, on les rencontre régulièrement dans le terrain. On a eu affaire à eux dans le cadre de l'Eurovision l'année passée notamment. C'est un groupe qui en effet est proche du gouvernement russe. Qui fait énormément, c'est un groupe d'activistes, donc ils ont besoin de faire parler d'eux-mêmes et ils font beaucoup d'attaques par déni de service. En juin 2025, une douzaine de pays, dont la Suisse, ont mené une opération conjointe contre ce réseau de cybercriminels, une opération coordonnée par Europol. Une centaine de serveurs ont été neutralisés, mais seuls 2 suspects ont été arrêtés. C'est un monstre à plusieurs têtes. Une fois que vous coupez une tête, il y en a une autre qui pousse. Ils ont plusieurs alias et puis ils ont surtout un appui de certains pays, ce qui fait que les poursuites sont souvent difficiles contre ces groupes-là. Et leur but, c'est quoi, ces gens-là ? Alors leur but, c'est de perturber le fonctionnement des infrastructures. C'est de montrer aux citoyens que l'État n'est pas en mesure de se défendre contre ce type d'acteurs. De façon à déstabiliser sur le long terme nos démocraties finalement. Certaines attaques ne cherchent pas seulement à saturer des serveurs informatiques, mais carrément à prendre le contrôle d'installations. Le 7 avril dernier, sur les côtes norvégiennes, des hackers prennent les commandes d'un petit barrage et ouvrent les vannes à distance. Pendant 4 heures, 7 millions de litres sont déversés avant que l'opérateur ne reprenne la main. Aucun blessé ni dégâts majeurs, mais une démonstration de force. Le PST, le service de renseignement intérieur norvégien, enquête pendant 4 mois sous la direction d'Atle Tangen, chef des cyberopérations. Nous avons attribué cette attaque à un groupe de pirates informatiques pro-russes qui serait à l'origine de plusieurs cyberintrusions similaires de bas niveau dans plusieurs pays européens. Et quel est le but de ce type d'attaque ? Ces attaques visent rarement à causer des dommages physiques à grande échelle. À notre avis, les principaux objectifs sont de créer de l'incertitude, de la peur et une pression psychologique, et aussi de montrer que les infrastructures critiques peuvent être accessibles et manipulées. L'attaque est le premier cas confirmé en Europe de sabotage pro-russe contre un barrage. Est-ce un signal des hackers pour dire « vous voyez, on arrive à le faire » ? C'est difficile à dire.
Mais cela fait clairement partie d'une confrontation hybride plus large entre la Russie et l'Occident. Quelle est l'ampleur de la menace russe pour la sécurité en Europe? La Russie représente la menace extérieure la plus grave pour la sécurité en Europe. Ça ne fait aucun doute. Le service de renseignement de la Confédération est tout aussi clair sur les objectifs de la Russie. Elle tente délibérément, par des activités hybrides, de saper les démocraties européennes et l'unité transatlantique, et d'affaiblir la volonté des pays occidentaux de soutenir l'Ukraine. La Russie pourrait également saboter des infrastructures critiques en Suisse, également très importantes sur le plan européen, afin de nuire aux États membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Nos propres barrages sont-ils aussi vulnérables que la digue norvégienne? Prenons l'exemple de la Grande Dixence, à première vue, une forteresse alpine imprenable. Selon la loi, la sécurité des infrastructures critiques doit être assurée par leurs exploitants. Dans ce cas, c'est Alpiq, l'un des grands fournisseurs d'électricité en Suisse. Ces responsables ont refusé notre demande d'interview. Par écrit, ils confirment une augmentation des menaces telles que les intrusions physiques, du sabotage ou des cyberattaques. Ils disent maintenir un haut niveau de vigilance avec une protection physique solide, des contrôles techniques robustes et des procédures précises pour rétablir rapidement les systèmes en cas d'incident. Chez LK Sécurité, on connaît bien la question. C'est cette société qui a développé le premier logiciel de contrôle de la Grande Dixence en 1968. Ces infrastructures critiques et les barrages sont un bon exemple, étaient dans le passé assez bien protégées parce qu'elles étaient vraiment isolées du reste du monde. Donc lorsque vous aviez une mise à jour à faire sur un système, il fallait aller au fond du barrage, passer 3 portes blindées avec le gardien des lieux qui surveille chaque fait et geste. Et aujourd'hui, c'est un technicien à l'autre bout du monde depuis sa chambre d'hôtel en utilisant un Wi-Fi public qui va faire des opérations de maintenance à distance, ce qui rend beaucoup plus difficile la protection de ces systèmes aujourd'hui. L'une des cyberattaques les plus inquiétantes de cette guerre hybride a eu lieu le 29 décembre dernier en Pologne. Des hackers ont pris le contrôle et endommagé 30 installations du réseau électrique polonais. L'attaque a été stoppée juste avant qu'elle ne plonge dans le noir et le froid quelques 500 000 habitants. Interviewé par les médias polonais, le ministre des Affaires numériques l'attribue à la Russie. Tout indique qu'il s'agissait d'un sabotage russe, car il faut appeler les choses par leur nom, qui visait à déstabiliser la Pologne. Notre pays repousse aujourd'hui des attaques qui montrent à quoi ressemblera la guerre moderne. L'ennemi n'a pas besoin d'envoyer des soldats dans les rues, ni des avions, ni des chars. Il lui faut des chars numériques. Et ils sont déjà là. Est-ce la plus grande attaque contre des infrastructures jamais menées en Pologne? Oui, il s'agissait de la plus grande attaque contre des infrastructures critiques avec un but, le blackout. Officiellement, ni la Pologne, ni l'Union européenne n'ont contre-attaqué. Je pense que les Européens utilisent leurs armes les plus efficaces. Ils expriment leurs préoccupations, ils condamnent, ils disent leurs profondes préoccupations. C'est d'un pathétique absolu. Pathétique. Oui, totalement pathétique. Parce que les mots, ça ne change rien s'ils ne sont pas suivis par des actions concrètes. Et pour l'instant, toutes les déclarations européennes, les mises en garde, les préoccupations, tout ça sonne creux. Et tout le monde le sait. C'est pourquoi Poutine est si arrogant. Je crois que l'Europe se sent assez à l'aise dans ce rôle de quelqu'un qui se fait sans cesse harceler et malmener.
Et quel est le mot juste? Je le cherche. Insulter? C'est presque un peu masochiste, non? Peut-être que ça vous procure une sorte de satisfaction morale, je ne sais pas. L'Europe ne veut pas de confrontation directe avec la Russie. Mais face aux menaces hybrides, elle commence à préparer sa population au pire. La Suède, la Finlande, le Danemark et tout récemment les Pays-Bas ont lancé des campagnes d'information comme ce clip hollandais diffusé en fin d'année 2025. Il s'agit de préparer la population à survivre 72 heures après une crise, le temps que l'État mette en route les procédures d'urgence. En Suisse, on en est encore à discuter de l'élaboration d'une telle campagne. Conseillère nationale spécialisée dans les questions de sécurité, Isabelle Chappuis est aussi présidente de la Fédération suisse de protection civile. Le Conseil fédéral, actuellement, il hésite à informer sa population de peur de l'effrayer. Pour moi, ça, c'est un vrai problème. La population est un peu infantilisée et on veut la protéger. Alors, je pense qu'on la rend vulnérable en ne l'informant pas. Parce qu'une population qui est informée, elle est plus à même de résister ou de pouvoir continuer en autonomie pendant 1, 2, 3, 4, voire 5 jours. On est quand même dans une période qui n'est pas très joyeuse. Et pour moi, le Conseil fédéral, le Parlement et la population feraient mieux de se préparer. Alors, certes, de tout faire pour faire perdurer la paix, mais aussi de se préparer au pire. Nos autorités, effectivement, se préparent. Elles s'entraînent à gérer. En novembre dernier, a eu lieu le plus grand exercice national de gestion de crise depuis presque une décennie. Thème choisi par le Conseil fédéral, les menaces hybrides. L'exercice simulait entre autres des sabotages, des cyberattaques, des survols de drones, de la désinformation. 2000 personnes y ont participé. Dans leur QG de la caserne de Berne, le conseiller d'État Grison, Martin Buller, et Erika Laubacher, chef de section au sein de la chancellerie fédérale, ont co-dirigé l'exercice durant 2 jours. Alors on a vraiment voulu tester comment, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, comment l'administration et les cantons vont s'organiser, comment on gère les premières heures dans une crise et aussi dans une crise qui est complexe, comment on organise ça avec les partenaires aussi dans les villes et aussi les infrastructures critiques. 26 cantons, 5 villes, toute l'administration fédérale, l'armée, mais aussi le CFF, le Migros, les hôpitaux ont participé. On voit que c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Et quand je vois combien de gens ont participé, combien d'institutions ont participé, je pense qu'on voit qu'on est arrivé dans la réalité. Mais maintenant, il faut qu'on développe nos capacités. Moi, je pense que notre premier bilan est très positif. Tout le monde a rempli les formulaires et tout ça. Nous sommes en train d'analyser ça. Après l'exercice, on a reçu beaucoup des appels, des emails et les gens nous ont vraiment dit qu'ils ont utilisé cet exercice pour améliorer leur structure de crise. Ils ont beaucoup appris, nous aussi, ça c'est clair. Et ça, c'est pour nous déjà un succès. L'autre acteur qui joue un rôle clé pour nous défendre face aux menaces hybrides se veut tout aussi rassurant. C'est l'Office fédéral de la protection de la population qui est en charge de mettre en œuvre la stratégie pour la protection des infrastructures critiques dite PIC. Nick Wenger est le chef du bureau PIC. Différentes mesures sont mises en œuvre. Nous tenons en particulier à un inventaire des infrastructures critiques où nous identifions des constructions et des installations qui ont une importance particulièrement grande pour la Suisse. Pour les objets les plus importants, il existe des plans d'intervention dans lesquels nous avons défini quels moyens sont nécessaires. Par exemple, combien de soldats faut-il pour protéger et pour surveiller ces installations ?
quel matériel est nécessaire. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation en Europe? Justement, on sait que, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, des infrastructures critiques européennes ont été prises pour cible. Je ne suis pas inquiet. Je suis conscient que le niveau de menace évolue. Mais je sais que nos systèmes d'approvisionnement sont résilients. Bien sûr, je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il n'y aura pas de problème. Je ne cherche pas à minimiser le risque. Mais il n'y a pas eu de panne grave, à grande échelle, d'infrastructures critiques dans la phase actuelle de guerre hybride. Donc vous nous dites que vous n'êtes pas inquiet? Je ne prends pas cette situation à la légère. Mais c'est vraiment ma conviction, comme je l'ai dit, que beaucoup d'infrastructures sont des systèmes résilients et que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour nous préparer. C'est vraiment ma conviction. Grand bien lui fasse. Sur un plan théorique, nous avons des plans, nous avons des planifications. Le seul problème, c'est que dans ce type d'opération, il faut être dans l'effectivité, il faut des moyens, il faut un savoir-faire. Et ceci ne peut pas se déclencher du jour au lendemain. Si demain nous devions protéger nos infrastructures critiques de premier niveau, de première importance, nous n'aurions jamais les moyens d'opérer la garde, la surveillance, la garantie du maintien du fonctionnement de l'ensemble du parc des infrastructures critiques. Pour assurer, prendre un exemple, l'aéroport de Zurich, il faut environ une brigade, c'est-à-dire 3, 4, voire 5 bataillons pour assurer 24 heures sur 24, dans la durée, la sûreté d'un aéroport international. Alors quand vous regardez le nombre de brigades que nous avons en Suisse, je crois que chacun pourra convenir qu'il va falloir opérer des choix, et des choix qui pourraient être douloureux. On a combien de brigades en Suisse? Des brigades combattantes, on en a 4, 5, 6. Ah ouais. Eh ouais. Jour après jour, cette guerre hybride, menée par la Russie, crée de l'insécurité, elle infuse du doute. Depuis longtemps déjà, elle vise nos esprits à force de désinformation et elle polarise nos sociétés. Il est effectivement plus facile d'attaquer un pays de l'intérieur en manipulant les citoyens que de l'envahir avec des chars. Et petit à petit, ces attaques hybrides commencent à saper la confiance de la population envers ses autorités. À partir du moment où les citoyens n'ont plus confiance en leurs institutions, l'ensemble du pays se dissout en quelque sorte et puis s'affaiblit énormément. Donc oui, ça c'est très inquiétant parce que on a besoin d'avoir confiance dans nos institutions parce que c'est grâce à nos institutions et la confiance qu'on a en elles qu'on arrive à fonctionner en tant que société. Et à partir du moment où l'ennemi sape cette confiance, tout s'écroule. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde volatile, incertain, dangereux, auquel il faut faire face et pour lequel il faut avoir des réponses. Et je ne dis pas que les réponses, c'est acquérir des moyens de feu à longue distance ou des chars de combat. Je dis que le premier résultat qu'il faut obtenir, c'est un sursaut, c'est une prise de conscience. Aujourd'hui, nous sommes encore loin de ce sursaut général. Nous sommes comme sidérés dans cette zone grise entre paix et guerre. Qu'est-ce qui pourrait changer l'état d'esprit des Suisses? Il faudrait un missile ou une attaque sur notre sol pour nous réveiller? Non, il n'y a rien à faire. Je crois vraiment que l'Europe est morte. Rien ne peut vous réveiller, rien. Vous êtes une vieille nation fatiguée qui veut simplement qu'on la laisse tranquille. Non. Vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas vous réveiller. Même si on vous coupait le pied à la tronçonneuse, vous ne vous réveilleriez pas.
Vous diriez « Prenez donc mon pied et on n'en parle plus ». On risque surtout de mourir dans ce cas. Non, non, on vous fera peur. On vous fera tellement peur que vous serez encore plus soumis. Alors, soit vous montrez que vous avez des couilles, soit vous en empruntez à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas facile à trouver. C'est difficile pour nous d'accepter que la guerre soit de retour en Europe et qu'elle soit en fait même chez nous, même dans une forme un petit peu plus diffuse, parce que les gens qui sont nés en Suisse et qui ont grandi en Suisse, pour la plupart, n'ont jamais vécu de guerre, en tout cas pas de guerre déclarée. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que dans les 500 dernières années, il y a eu à peu près 3 périodes de paix qui ont duré plus de 30 ans en Europe et qu'on est en train de vivre la dernière. Donc, la paix, ce n'est pas l'état naturel de l'histoire, malheureusement, et je pense qu'on a un peu oublié à quel point elle est fragile.